Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette énième soirée Focus. Je ne compte plus. Bienvenue à chacun. Bonne année également. Nous sommes contents de pouvoir avoir un public aussi nombreux pour cette soirée Focus avec un thème très intéressant, comme toujours. N'hésitez pas dans le chat à vous présenter, dire de quelle ville vous venez si vous le souhaitez. On va attendre qu'il y ait quelques participants en plus avant de lancer vraiment notre soirée. Nous avons la joie ce soir d'accueillir Mathilde. Merci Mathilde pour ta présence à nos côtés en webinaire. Merci Marie-Agnès pour cette belle invitation. Merci Focus. Je suis ravie d'être là. Alors, on va attendre quelques minutes de plus. Je vois que le nombre de participants n'augmente pas plus, donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, un petit rappel, comme on en a l'habitude pour présenter notre association, si nous avons des nouveaux adhérents. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire passionnant. Pour rappel, l'association est une association qui a pour mission de rassembler les professionnels de santé et du soin impliqués dans la sensibilisation, l'information et la prise en charge des patients et des couples dans leur parcours de fertilité. Nous croyons fermement que la connaissance et la compréhension du cycle ovulatoire sont des outils puissants pour prendre en main sa santé reproductive. En plus de nos missions auprès des étudiants et des professionnels de santé, nous proposons ces soirées, dites soirées focus, où nous invitons des experts pour aborder des sujets en lien avec la fertilité. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Mathilde Tiberghien, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et de famille. Elle exerce à Bordeaux et en téléconsultation. Elle partage également son savoir en tant que formatrice avec notre partenaire, l'Institut I2F, Institut de formation à la fertilité, où elle donne des formations sur psychologie et fertilité, accompagnement du couple en désir d'enfant. Voilà, merci Mathilde d'être à nos côtés ce soir et je te laisse la parole pour ce temps d'échange qui se promet d'être riche. Merci beaucoup Marie-Agnès. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je navigue un peu à vue ce soir parce qu'il y a peu de caméras allumées, donc je ne sais pas trop à qui je m'adresse, mais peut-être que ça va s'allumer au fur et à mesure. En tout cas, merci beaucoup de cette invitation et merci d'avoir voilà, de m'avoir permis de réfléchir un peu à cette question. Alors, l'infertilité inexpliquée, est-ce que c'est dans la tête? Alors, je vous propose... Je me permets de couper Oui, Mathilde, parce que j'ai oublié de dire une chose. En effet, on laisse les caméras plutôt fermées pour des raisons d'accord. de bande passante. En revanche, le chat est ouvert et toutes les Ok. questions sur le chat sont les bienvenues. On les reprendra en fin de présentation, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la soirée. Elles seront reprises sur la fin. Voilà, je te rends la parole. Merci beaucoup. On m'a proposé donc de vous parler de reprendre cette question de l'infertilité mystiquée, c'est dans la tête. Alors, je me suis un petit peu plongée dans mes dossiers de patients, puisque la question de la fertilité, c'est quand même une grande thématique dans ma patientèle. C'est pas du tout l'unique, mais c'est une quand même de mes spécialités. Et je me suis dit qu'en fait, cette question-là, les patients, effectivement, soit ils pensaient eux-mêmes, soit avaient ça, en fait, plus ou moins consciemment en eux, de se dire, bah, peut-être que si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un truc dans ma tête, il y a peut-être quelque chose dans mon histoire. Soit c'est l'extérieur qui leur avait donné cette pensée, soit ça pouvait être aussi des professionnels de santé qui avaient pu leur faire un peu j'ai envie de dire un peu cette phrase toute faite. Bon, dans un premier temps, on peut se dire, ah, c'est une phrase qui peut être très culpabilisante. Finalement pour le patient parce que il peut se sentir responsable d'avoir des blocages ou de ne pas avoir suffisamment réfléchi ou de ne pas être suffisamment apaisé sur certains points. Donc on en parlera un peu tout à l'heure parce que cette culpabilité, elle peut quand même être assez plombante. Mais je me rends compte aussi que cette phrase, comme je vous l'ai mis, c'est un peu aussi une piste d'espoir, voire de soulagement pour les patients.
de s'entendre dire que peut-être il n'était pas qu'un corps. Alors, je crois avoir compris que ce soir, il y a beaucoup de professionnels de santé, donc je vais essayer d'être délicate, mais c'est vraiment cette idée, peut-être pour le patient, de pouvoir dire que, eh ben oui, ils ne sont pas résumables, entre guillemets, à leur corps, et que finalement, ils demandent vraiment à être entendus, aussi bien dans leur corps, mais aussi bien dans leur psychisme, aussi que j'aime à dire aussi dans leur âme, parce qu'on est aussi des êtres spirituels, quoi. Donc, l'idée là, on va essayer de réfléchir à ça, c'est vraiment sur les interactions entre le corps et le psychisme. Et donc, j'ai mis que c'était un peu l'ouverture du champ des possibles pour ces patients qui arrivent en disant, bah, souvent, voilà, on n'a rien trouvé et ça peut être tout à fait déprimant. On n'a rien trouvé, donc ça veut dire que ça va s'arrêter là. S'entendre dire, bah non, parce qu'en fait, peut-être qu'il y a d'autres leviers qu'on va pouvoir travailler et je vais vous expliquer un peu quel levier. Ça peut vraiment être une piste d'espoir pour les patients. Et puis, du coup, on va rentrer, alors malheureusement, un peu brièvement ce soir, parce qu'en 1 heure de temps, je peux pas aborder tous ces sujets en profondeur, mais peut-être vous donner un avant-goût ou vous donner l'envie d'aller creuser certains sujets, puisqu'on va beaucoup parler de la psychosomatique, hein, vraiment du lien entre le psychisme et le corps. On va un peu parler aussi du transgénérationnel. Je vais vous dire quelque chose aussi des verrous inconscients de l'infertilité. Et puis, on va être amené aussi à parler de la construction du monde du sujet, les croyances du sujet sur lui-même. Donc, vous voyez que derrière cette petite phrase toute simple qu'on a tous entendue énormément, bah, se cachent finalement des gros concepts en psychologie et puis surtout des grosses réalités pour nos patients qu'on va essayer un peu, alors je ne dirais pas de découvrir parce que je suis certaine que vous connaissez déjà bien tout ça, mais peut-être réentendre, entendre autrement les choses. Alors, hop, je vais juste diminuer ça pour voir le PowerPoint. Alors, pour que ça soit pas trop rébarbatif, je suis partie en fait des grandes questions qu'on me pose souvent sur ce sujet, sur un peu l'impact du psychisme sur le corps. Et ben, j'ai essayé de lister les grands sujets pour essayer de pas trop vous endormir un mercredi soir à 20h30. Je vous dirai tout à l'heure si ça a plutôt bien fonctionné ou pas. Alors, première question à 10 000 $. C'est le psychisme a-t-il le pouvoir de bloquer le corps? Hein, c'est vraiment des choses que j'entends souvent. Ben, j'ai envie de dire oui, tout comme le corps a une influence majeure sur notre équilibre psychique. Hein, il y a vraiment cette interaction entre le corps et le psychisme en permanence. Chacun va interagir sur l'autre. Et c'est vrai que nos sociétés, notre culture occidentale, elle a vraiment scinder le corps et l'esprit depuis bien longtemps, là où d'autres cultures vont peut-être beaucoup plus réunifier l'être humain, hein, notamment la médecine chinoise, on va un peu en parler aujourd'hui, mais aussi vraiment avec ce concept de psychosomatique, c'est vraiment pouvoir se dire que ben, les deux interagissent, voire les trois, hein, corps, âme et psychisme, et que du coup, euh, évidemment, que si le psychisme à des points de blocage, à des freins, ça va être compliqué peut-être pour le corps de pouvoir pleinement bien fonctionner. Et de la même manière, euh, le corps influence, l'état du corps influence évidemment notre psychisme. C'est Freud qui avait cette phrase pour dire que quand on avait mal aux dents, le monde se réduisait autour de la molaire qui était en souffrance en fait. Le corps a aussi le pouvoir de réduire nos investissements extérieurs, de réduire euh, notre fonctionnement habituel pour qu'on se concentre toute notre énergie pour combattre par exemple la souffrance. Donc finalement, cette interaction entre le corps et l'esprit, elle est dans notre vie quotidienne. On la connaît très très bien. Je vous ai mis des petits exemples qu'on connaît tous.
hein. J'ai mal au ventre quand je suis stressée ou quand je suis inquiet. J'ai le cœur qui s'accélère quand je retrouve mon amoureux. Alors, j'ai mis dans les premiers temps du cours, je suis mauvaise parce que ça peut quand même continuer. Euh, et puis, peut-être d'autres exemples qu'on connaît bien, hein. Je pense à un de mes patients qui avait très âgé, là, quand je travaillais en EHPAD et qui avait vraiment attendu le mariage de son petit-fils, qui y tenait absolument à être dans ce jour-là. Et puis voilà, quelques heures après, hop, ça avait lâché. Il avait, voilà, il avait, j'ai envie de dire tranquillement quitté cette vie, mais on sentait qu'il était accroché à cette date. Et puis quand on travaille en soins palliatifs ou en EHPAD, on connaît très bien ce phénomène de non, il y a quelque chose tient le corps, qui est plus grand quelque part que le corps. Je pense aussi à ces femmes qui peuvent accoucher à des dates symboliques pour elles. Je pense à voilà, une femme de militaire, par exemple, qui a dépassé le terme, mais parce que après ce terme, quelques jours après le terme, il y avait une possibilité pour que son mari soit revenu d'opération extérieure. Et là, comme par hasard, elle qui accouchait plus tôt en avance, eh ben, elle a accouché pile à ce terme-là, parce qu'elle avait évidemment envie de partager ça avec son mari. Donc voilà, euh, c'est vraiment des phénomènes qui nous font dire que psychisme et corps, et puis le déni de grossesse, évidemment, est l'expression très marquante de ça, ça nous fait dire que ça ne cesse de s'interagir. Donc on va vraiment parler de ça tout au long de la soirée. Alors, donc, on va parler, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de la psychosomatique, de cette idée qu'il y a des déclencheurs psychiques aux maladies physiques, pardon. C'est pas aux maladies psychiques, mais aux maladies physiques. Ça, il faut qui glisser. Alors, je vais pas vous faire toute l'histoire de la psychosomatique parce que ça serait un peu fastidieux, mais l'idée, c'est que, vous voyez, ça apparaît déjà en 1818, donc c'est quand même c'est pas nouveau pour nous avec le psychiatre allemand Enreut. Et puis après, c'est vraiment en 1923 que ça va prendre de l'ampleur avec Grottek. Et puis après, la psychosomatique va vraiment être présente dans chaque courant de la psychologie, dans chaque, j'ai envie de dire, dans chaque technique, dans chaque façon de penser. On va prendre cette idée que le corps et le psychisme interagissent et pas de n'importe quelle manière, vous allez voir. Je vous parlerai de ce livre peut-être juste un peu après. Qu'est-ce qui nous intéresse dans la psychosomatique? C'est cette idée de s'autoriser à penser que par le symptôme de l'infertilité, peut-être que le corps dit quelque chose que le sujet ne sait pas qu'il dit. Oh, 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 ça c'est bien une phrase de psychologue, je vais essayer de m'expliquer un petit peu. C'est cette idée que le corps va se faire porte-parole de quelque chose, soit de conscient chez le sujet, soit d'inconscient, mais quelque chose peut-être qui bloque, quelque chose qui n'a pas été digéré, quelque chose qui n'est pas mis à jour, quelque chose qui n'est pas suffisamment apaisé. Et du coup, qui ne peut pas être dit avec des mots MOTS, mais qui va être dit avec des mots MAUX. Et donc, on part un peu de ce postulat de moins on va écouter nos émotions, peut-être moins aussi on va se connecter à ce qu'on vit, être au clair avec notre histoire personnelle, transgénérationnelle, plus le corps va se faire porte-parole, plus nos émotions, finalement notre histoire va vraiment se nicher dans notre corps. Donc souvent, qui va s'exprimer dans notre corps. Ça va être des blessures conscientes, mais qui seront pas suffisamment apaisées, pas suffisamment cicatrisées, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont encore trop vives, ou alors ce sont des blessures plutôt inconscientes. Ça aussi, on va en parler au fur et à mesure. Donc voilà un peu ce qui va nous guider ce soir, en fait, pendant toute la soirée, c'est de se dire peut-être que en écoutant aussi un peu le corps, en le reliant aux autres aspects de la personne,
à son histoire personnelle, transgénérationnelle, relationnelle, et ben peut-être que par là, on va pouvoir peut-être faire bouger un peu ce symptôme d'infertilité. Alors, Jung va un peu plus loin, il dit les symptômes qui ne sont pas compris s'inscrivent dans le corps. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas être, encore une fois, suffisamment digéré, apaisé, mis en lumière, va se nicher dans notre corps. Alors, je vous ai mis quelques livres qui me semblent très intéressants pour, si vous avez envie d'un peu creuser ces aspects-là. C'est les livres de Michel Odoul, qui, lui, a monté son école de shiatsu et qui a une approche quand même très pertinente et qui demande toujours dans ses consultations, et je trouve que je voulais partager parce que je le fais aussi, je trouve ça toujours intéressant, c'est qu'est-ce que le symptôme vient empêcher de faire? Parce que ça veut dire que potentiellement, ça empêche quelque chose qui n'est pas possible pour le sujet. L'idée, c'est de dire bah, pourquoi ça ne serait pas possible pour ce sujet-là, ou alors qu'est-ce qui nous oblige à faire. Sans ce symptôme, qu'est-ce qu'on ne ferait pas. Donc là aussi, on essaye de mettre un petit peu de sens, de se dire que le corps, c'est vraiment pas, c'est quelque part, c'est notre allié. C'est un peu lui qui parfois nous met sur la piste de choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas voir. Et donc, Michel Odoul, il dit toujours que c'est pas n'importe quelle zone du corps qui est touchée. Hein. Il dit, dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Bon, vous allez voir que c'est quand même complexe. Hein. C'est à chaque fois plaquer euh, des symboliques ou il faut évidemment ajuster ça à l'histoire de chaque patient. Mais donc, il y a le lieu et il y a aussi la temporalité. Quand est-ce que c'est arrivé, ce symptôme? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là? Hein, moi, le nombre de patients qui arrivent parce que un jour en vrac, parce qu'ils ont le dos bloqué ou parce qu'ils se sont foulés la cheville, ou, bah, c'est hyper intéressant de voir bah, qu'est-ce qui s'est passé peut-être quelques heures, quelques jours avant. Et très souvent, bah, j'ai mal au dos, bah, j'ai appris que j'étais licenciée ou en fait, je me suis foulé la cheville bah, en fait, je me rends compte que je suis en conflit avec telle personne et que du coup, je suis très distraite. Enfin, voilà, souvent, le corps vient nous dire qu'il y a quelque chose d'important qui se passe et que peut-être ce n'est pas suffisamment pris en compte par nous. Et c'est là où finalement l'espace thérapeutique va être intéressant pour prendre en compte ce qui se passe et permettre aussi un peu au corps de souffler, de se dire c'est bon, on a entendu, là, peut-être qu'on peut bouger un peu ce symptôme-là. Alors, je continue et je serais ravie de répondre à vos questions à la fin. Alors, autre question à 10 000 $, c'est donc 100% psychologique. Si on se dit, ah ben non, mais euh, euh, si le corps est forcément porte-parole, c'est que c'est forcément, le blocage est forcément psychologique. Alors, non, non et renon. Moi, je dis tout le temps à mes patients que c'est vraiment euh, une causalité qui est plurielle, quoi, et que ça serait vraiment un mensonge, voire, enfin, de ma part de dire bah, c'est sûr, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant parce que vous avez un conflit avec votre mère, donc c'est ça qui bloque. Ce serait impensable de dire quelque chose comme ça. Je dis souvent, bah non, on sait que psychisme et corps dialoguent et que le psychisme a cette possibilité de donner un go ou peut-être de freiner. Hein, je parle de frein et de levier. Et que en travaillant le psychisme, eh ben, peut-être que ça va aider à délier quelque chose du corps. Mais il ne s'agit sûrement pas de, de dénier toutes les pathologies du corps qui sont là, ou toutes les difficultés ou les dysfonctionnements, etc. Mais c'est juste de se dire, voilà, le psychisme va nous permettre, en travaillant sur le psychisme, on va pouvoir essayer de travailler sur des leviers possibles ou sur des freins possibles. Mais c'est vraiment cette idée de la complexité de l'être humain, quoi. C'est-à-dire que on va essayer d'aller peut-être dans les zones qui sont moins maîtrisables. C'est pas quantifiable, il n'y a pas de prise de sang pour dire où on en est au niveau psychique.
Et pourtant, voilà, ça peut là aussi porter des grands fruits. Alors, j'espère que vous me suivez toujours. Je poursuis. Alors, comment on travaille ça? Si on se dit, bah, c'est dans le dialogue entre le corps et le psychisme que des blocages peuvent se créer, bah, une thérapie et hop, c'est réglé. Alors, ça serait merveilleux, c'est peut-être pas aussi simple. Je voulais déjà vous rappeler les deux objectifs d'un travail thérapeutique qui peuvent se compléter, c'est-à-dire que ces deux objectifs peuvent être là dans un travail thérapeutique, mais pas forcément. Parfois, il n'y en a qu'un sur les deux. Alors, le premier, c'est souvent le besoin pour le patient d'être soutenu dans l'épreuve qu'il traverse, hein. Donc là, il s'agit vraiment de recueillir sa souffrance et de l'aider à mobiliser ses ressources internes et externes. Donc je ne vais pas développer ça ce soir. Ça fait partie aussi des formations que je peux donner pour l'I2F. C'est voilà, quand on est soignant, quelle que soit notre spécialité, comment on peut recueillir la souffrance du patient et comment on peut la mettre au travail, comment on peut avoir, quel outil on peut avoir pour essayer de soutenir le patient et puis de travailler aussi sur ses ressources. Alors, je dis le patient, mais voilà, dans ma pratique, je travaille aussi bien avec le patient que le couple. Voilà, j'ai cette grande chance de travailler avec aussi les couples. Voilà. Autre objectif du travail thérapeutique, et on va plutôt parler de celui-là ce soir, c'est d'explorer l'univers psychique du patient. C'est-à-dire de se dire, OK, vous arrivez avec ce symptôme de difficulté à concevoir un enfant, et ben on va aller explorer, hein, dans l'histoire transgénérationnelle du patient, dans son histoire relationnelle, dans son histoire amoureuse, dans son rapport au corps, dans sa vie de couple. On va essayer de repérer peut-être des blessures conscientes et inconscientes qui pourraient avoir l'effet de nœuds, qui pourraient avoir l'effet un peu comme si ça ripait et du coup, bah, le corps a besoin qu'on travaille ces aspects-là pour peut-être pouvoir pleinement fonctionner. Donc, on va essayer de creuser un peu ça ce soir. Alors, pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne un peu les verrous psychologiques majeurs, hein. Quand on dit euh, 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 c'est psychologique, où il y a des leviers psychologiques, bah, finalement, on parle de quoi très concrètement? Alors, je suis sûre que tout ce que je vais vous dire, peut-être que vous l'avez euh, déjà entendu ou peut-être que ça va faire écho à, à votre clinique. Donc, je serais intéressée d'échanger avec vous à la fin de cette courte présentation pour qu'on puisse voir un petit peu si ça a fait écho. Alors, les leviers personnels. Là, il va s'agir d'explorer, je vais juste laisser un peu ça, voilà, pour mieux voir. Il va s'agir d'explorer tout ce qui, dans l'histoire personnelle du sujet, pourrait être un point de blocage. Hein, on a dit que ça pouvait être des choses conscientes, mais qui n'étaient pas suffisamment travaillées, pas suffisamment élaborées, pas suffisamment digérées ou pacifiées, ou alors des choses inconscientes. Je veux dire, euh, je veux dire un peu plus. Évidemment, on reçoit les personnes en couple, et ben, on va travailler les deux histoires personnelles, mais aussi quand je les ai en individuel. Imaginons cas plus classique, j'ai la femme, ben, j'essaye toujours de travailler avec la femme l'histoire aussi un peu personnelle du mari ou du conjoint pour voir qui se joue de son côté. Alors, un point bloquant, ça va être les liens d'attachement fragiles ou douloureux. C'est-à-dire, est-ce que les liens d'attachement, hein, vous connaissez cette théorie d'attachement qui est vraiment une théorie très importante en psychologie, qui a été mise en évidence par John Bowlby. Et donc, cette idée, c'est que il existe chez l'être humain une pulsion d'attachement. Il y aurait chez ce bébé, il serait presque programmé pour s'attacher à une figure d'attachement. Il va être actif
hein, par le regard, par le bruit, par le grappling. Il va être actif pour créer une relation privilégiée avec l'adulte qui s'occupe de lui. Donc le plus souvent, le père ou la mère. Et c'est vraiment un besoin vital d'aller s'attacher à cette figure d'attachement. Et la figure d'attachement doit à son tour répondre à ce besoin en essayant de s'ajuster le plus besoin à l'enfant. Donc l'adulte, il va le câliner, il va l'embrasser, il va le nourrir, il va le changer bien sûr, mais il va aussi l'envelopper, il va l'envelopper d'émotions, il va l'envelopper d'amour. Euh, et c'est vraiment dans cette relation première, où quelque part l'enfant, pour dire tout simplement, se sent aimé, ça va être un peu le terreau pour bien pousser. Il faut évidemment qu'il soit nourri, qu'il soit changé, il faut qu'il soit enveloppé par tout cet amour. Or, il y a des enfants, vous le savez bien, qui vont être, euh, euh, éduqués, aimés, qui vont grandir avec des figures d'attachement qui ne vont pas forcément de répondre de manière totalement ajustée à l'enfant. Et ça peut créer des grandes blessures qui font qu'à l'âge adulte, l'enfant devenu adulte peut finalement, quelque part, ne pas se sentir légitime à lui-même être parent. Alors évidemment, c'est pas dit comme ça. Ça peut être dit comme ça. Parfois, j'ai des patients qui arrivent et qui me disent, j'ai jamais eu l'impression d'être aimée par mon père ou d'être aimée par ma mère. Ça me paraît impensable de moi donner l'amour. Et si ça continue? Et si moi aussi j'en étais pas capable? Et si moi aussi je lui faisais vivre ce que j'ai vécu? Alors, on peut parler de maltraitance aiguë comme plutôt d'un attachement du style distant, où il n'y a pas de maltraitance, mais il y a une grande distance des émotions, il n'y a pas de la possibilité de parler de beaucoup de choses. Et par exemple, ça, euh, en fonction du style d'attachement, ben, ça peut vraiment laisser des traces et ça peut être autant de freins pour se lancer dans la parentalité. Encore une fois, des freins qui sont plus ou moins conscients. Donc parfois, les personnes arrivent en conscience, mais ce n'est pas suffisamment digéré pour que finalement ça arrête de peser sur eux dans leur présent. Et parfois, c'est inconscient. C'est un peu étonnant des personnes qui, au premier rendez-vous, me disent: ah non, du côté de ma famille, bah, écoutez, vraiment très bien, très bon lien, j'ai un super bon lien avec mes parents, aucun problème, j'ai rien à dire sur mon enfant, j'ai eu l'enfance la plus heureuse possible. Ça, je l'entends souvent. Et puis, en posant des questions, en creusant comment ça se passait pour vous à la maison, quand vous aviez un problème, avec qui vous parliez, etc. Parfois, je tombe un peu de ma chaise parce que je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout ce que décrit la personne et qu'il y a un grand écart entre ce qu'il décrit et ce que moi, je perçois dans ce qu'il raconte. Et donc là, l'idée, ça va être plutôt de l'aider à se connecter à ce qui s'est réellement passé et que sans doute cette personne, elle a essayé de se protéger en idéalisant les choses ou en étant un peu dans le déni ou la banalisation et que de prendre conscience que bah, peut-être que dans la réalité c'était différent et que ça a laissé des traces, peut-être que ça va lui permettre dans son présent de bouger un peu. Autre levier personnel que vous connaissez bien, c'est les événements de vie traumatiques. Donc là, tout est possible, hein. Évidemment, on pense à tout ce qui est agression dans le corps, puisque évidemment, là, le corps infracté peut totalement euh, euh, impacter ça et quelque part, le corps ne peut que ne cesse de crier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça peut être aussi des événements de vie comme des accidents, ça peut être des, ça peut être des déménagements, ça peut être voilà, des événements de vie qui nous paraissent entre guillemets un peu plus, qui semblent plus banals, mais qu'en fait sont vraiment venus impacter le sujet. Donc là aussi, l'idée, c'est vraiment de travailler le traumatisme de la personne. Alors moi, je travaille avec l'EMDR, qui est une technique de psychotrauma qui fonctionne très bien. Il y a d'autres méthodes, mais l'idée, c'est de pas, évidemment, on n'a pas le pouvoir d'effacer le souvenir, mais on a cette possibilité que le sujet, quand il se connecte à ce souvenir, ça soit moins douloureux. Est-ce qu'il y a des personnes, quand elles viennent me voir, l'événement a
beau avoir lieu dans leur toute petite enfance, avoir eu lieu dans leur toute petite enfance, et elles ont euh, 30, 40, 50, parfois 60, 70 ans. Je pense à une de mes patientes qui a 80 ans et qui me parle, là, je crois que je suis la troisième personne avec qui elle parle des agressions sexuelles qu'elle a vécues petite. Et quand elle en parle, c'est la petite fille de 8 ans qui en parle, avec la même tonalité de voix, le même vocabulaire, et il y a tout son corps qui se fige comme elle s'est figée pendant l'agression. Et donc là, l'idée, ben, c'est de mettre ça au travail de manière à non pas oublier, mais que ça soit moins intrusif dans sa vie. Donc évidemment, voilà, il y a tous ces événements-là qu'on va chercher. On va aussi questionner les croyances. Et c'est ça que j'ai appelé tout à l'heure la construction du monde du sujet. Je faisais référence à la définition de Moni Elkani qui finalement parle des croyances toxiques du sujet. C'est-à-dire comment je me vois dans le monde, qu'est-ce que je me dis de moi-même, qu'est-ce que je me dis de l'autre, qu'est-ce que je me dis du couple. Qu'est-ce que je me dis de la parentalité? Qu'est-ce que j'ai appris de mes expériences sur moi, sur l'autre, sur le couple, sur la parentalité? J'ai des patients qui ont une estime de même tellement défavorable, qui a cette idée de, et je, quelque part, ça n'arrivera jamais, je ne pourrai jamais être père, par exemple. Je me sens tellement nulle parce qu'il s'est passé telle ou telle chose dans ma vie, ou que j'ai ressenti telle ou telle chose, que finalement, bah, comme par hasard, ça arrive à moi, j'arrive pas à mettre ma conjointe enceinte. C'est comme ça souvent qu'il parle. Oui. Donc, c'est vrai que quand on est habité par toutes ces croyances toxiques, ben, ça peut faire des vrais freins dans le corps. Hein. Quand on a, par exemple, je pense à une de mes patientes, où dans sa famille, les femmes parlaient de la maternité comme euh, comme un regret, comme quelque chose qui, finalement, elles s'étaient laissées faire, mais elles n'auraient pas dû parce qu'elles étaient faites pour autre chose, pour une carrière, et que finalement, c'était vraiment un regret. Je crois que pour ma patiente, c'était très difficile de sortir de cette représentation négative de la parentalité et de s'autoriser à penser que peut-être il y avait autre chose que cette représentation. Autre point qu'on va explorer, c'est le rapport au corps du sujet. Hein. Évidemment, des personnes qui peuvent souffrir du trouble du comportement alimentaire, il y en a qui ne sont pas du tout diagnostiqués, et pourtant qui vivent avec ça depuis des années. Donc évidemment, quand il y a ce rapport-là au corps, finalement, la maternité ou la parentalité, ça paraît infaisable. Même si consciemment, elle dit je veux être enceinte, bah, finalement, il y a tous ces symptômes qui viennent empêcher. Et donc, en fait, il y a un conflit plus ou moins conscient à l'intérieur d'elle entre je veux tomber enceinte, mais je suis terrorisée à l'idée de prendre des kilos, que mon corps change, de perdre la maîtrise sur ce que je maîtrise tellement bien depuis tellement longtemps, de voir comment je serai habillée ou pas, de cohabiter avec un petit être, etc. Donc ça, on va regarder on va vraiment explorer ça dans la thérapie individuelle. Et puis, évidemment, on va explorer une possible histoire difficile autour de la parentalité. Est-ce qu'il y a eu de l'abandon dans l'histoire de la personne? Est-ce qu'il y a eu une histoire autour d'IVG? Est-ce qu'il y a eu des grossesses interrompues prématurément? Est-ce qu'il y a eu des IMG de fait, etc. Voilà, tout ça, on va explorer ça parce que là aussi, euh, je ne dis pas ces événements font trauma et donc font blocage, mais que potentiellement ces événements, s'ils n'ont pas été suffisamment parlés, verbalisés, enveloppés, parfois consolés, ils peuvent finalement être pesants dans le présent et ils peuvent agir comme des freins à la parentalité. Donc, je pense notamment à, à une de mes patientes qui avait eu recours euh, oui, qui avait oui, décidé un IVG parce qu'elle était très jeune,
Elle était encore lycéenne. Et puis ça, elle le dit très vite, et elle dit très vite que c'était comme ça, c'était le meilleur choix qu'elle devait faire et qu'il n'y avait aucun problème là-dessus. Et puis, au fur et à mesure des consultations, euh, c'est pas qu'elle disait qu'elle avait fait le mauvais choix, c'était pas, pas du tout ça qu'elle amenait, mais en fait, on a peut-être pu travailler comment elle avait vécu les choses. Qu'est-ce que ça lui avait fait? Est-ce qu'il y avait des personnes pour l'accompagner à ce moment-là? Comment elle s'était sentie? Comment son partenaire avait réagi, etc. Il se trouve que pour cette femme, euh, le partenaire était parti en courant une fois qu'il s'était assuré de l'IVG. Elle s'était sentie totalement abandonnée. Elle n'avait pas osé en parler à sa famille, etc. Et en fait, c'est ça qui pesait aujourd'hui. C'était quelque part presque ce risque d'être à nouveau abandonnée ou peut-être le vécu de l'IVG qui n'avait pas suffisamment été presque consolé et qui venait un peu blocage dans le corps, faire blocage dans le corps. Et il se trouve que cette patiente est tombée enceinte. Après, et je ne dis pas, c'est parce qu'on a travaillé ça qu'elle est tombée enceinte, hein. Il se trouve qu'elle était aussi suivie, qu'elle faisait plein de choses pour que ça se passe bien, que son conjoint aussi. Mais peut-être que ça a contribué en libérant une zone chez cette patiente. Alors, j'espère ne pas trop vous perdre. Je continue avec mes grands leviers. L'un des grands leviers, c'est le transgénérationnel. C'est-à-dire que vraiment, dans cette histoire de la parentalité, de la filiation, eh ben, il va falloir remonter un peu au-dessus, à la grande histoire de notre famille pour parfois trouver des zones de blocage. Alors, la grande spécialiste du transgénérationnel, c'est Anne-Ancelin Schutzenberger. C'est toujours un mot compliqué à prononcer. Et elle, ce qu'elle va expliquer, alors il y avait déjà là aussi les psychanalystes qui avaient déjà dit beaucoup de choses, mais elle va peut-être le rendre encore plus accessible et peut-être plus facile encore à travailler. Elle explique qu'il y a cette mémoire collective sur plusieurs générations. C'est-à-dire que vraiment, on se transmet sur plusieurs générations. Et ben, un nom, évidemment, un patrimoine génétique, mais peut-être aussi parfois un patrimoine matériel. Mais en tout cas, ce qu'on se transmet surtout, c'est une culture familiale avec des valeurs, avec des rêves, avec des envies, mais aussi des dettes, mais aussi des choses qui ne sont pas terminées, mais aussi parfois des traumas, parfois des secrets, parfois des tabous de famille. Hein, c'est ce que Anne Ancelin appelle la patate chaude, et elle dit que ça peut se transmettre jusqu'à 5 générations. C'est-à-dire il peut se passer un événement à une génération et on peut trouver des symptômes sur à la 5e génération, pardon, liés à cet événement. C'est-à-dire que vraiment la famille va transmettre inconsciemment tout ça. Elle le transmet comment? Elle va le transmettre par les récits de famille, par les photos, euh, par les mythes de la famille, par les objets et aussi par tous les silences, tout ce qui n'est pas dit. Et bien tout ça, ça va agir dans l'inconscient, finalement, collectif de la famille, dans ce qu'on hérite de notre famille au niveau inconscient. Et ça peut créer des blocages. Alors, le plus connu, c'est les secrets de famille, des choses qui n'ont pas été dites et qui finalement viennent se répéter dans l'histoire de certains descendants, ou alors des symptômes qui se révèlent dans les descendants. Et donc souvent, les secrets de famille, hein, c'est lié vraiment à des événements qui socialement étaient honteux ou dévalorisants. Donc c'est plutôt, ça va être du registre soit des agressions sexuelles, soit des abandons, soit du vol, soit d'être du mauvais côté pendant la guerre, etc. Tous ces événements qui sont finalement plus ou moins cachés et qui vont pouvoir peser sur le sujet.
Et donc ça, par exemple, en thérapie, on va le travailler avec un outil qui s'appelle le génogramme, qui est comme un arbre généalogique, mais quand même plus complexe, où on va essayer de remonter le plus loin possible, le plus haut possible, si vous voulez, et on va être attentif aux dates, aux répétitions, aux relations avec les personnes, et on va voir bah, peut-être euh, s'il y a des répétitions de dates, s'il y a des répétitions d'événements, et là on peut se dire bah, peut-être qu'il y a quelque chose de transgénérationnel qui bloque chez cette personne. Je pense à une de mes patientes qui me disait souvent, mais moi je suis un peu la folle de ma famille. Alors ça revenait, elle disait ça en rigolant, mais il se trouve qu'elle était quand même très bloquée dans sa vie. Là, elle avait un épisode dépressif assez sévère, elle avait du mal à maintenir un couple, etc. Et en fait, en cherchant dans son histoire transgénérationnelle, on a découvert effectivement dans la lignée des femmes, dans les fratries, il y avait une femme qui avait été internée pour schizophrénie. Et en fait, je crois que dans sa famille, il y avait un peu cette crainte que elle, qui n'était pas, souffre pas du tout de pathologie psychiatrique, mais qui était très intense, qui était très dans l'émotion, finalement, ça faisait peur à tout le monde parce qu'il y avait cette idée de est-ce que ça voudrait dire que ça recommence? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a une autre? Donc, c'était deux générations, pardon, de femmes atteintes de schizophrénie. Est-ce que ça veut dire que elle aussi, elle recommencerait? Mais bien évidemment, ça ne lui a jamais été dit. C'est en faisant ce travail qu'elle a découvert qu'elle avait cette tante et son arrière, enfin sa grande tante, qui souffrait de schizophrénie. Elle, ses symptômes, c'était je suis pas normale d'avoir des émotions quelque part. Et donc du coup, les émotions, elle explosait, ça a explosé par des crises de larmes, ça a explosé aussi dans des tocs, enfin euh, des choses qui disaient bah, je n'arrive pas finalement à gérer mes émotions. Donc, quand on a fait un peu ce travail transgénérationnel, ça s'est apaisé parce qu'elle a pu aussi entendre, ben, voilà, il y a cet héritage, mais je suis différente, j'ai un fonctionnement différent de ces personnes, j'ai pas de pathologie et je peux être moi sans risquer d'être diagnostiquée un jour ou l'autre. Voilà. Autre point important dans les leviers transgénérationnels, on va beaucoup être attentif aux places dans la fratrie, la personne, le patient qui vient nous voir, quelle place il a, s'il est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, euh, euh, qu'est-ce que c'est que d'être le troisième, le quatrième ou le cinquième dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé dans les fratries, dans les familles. Je pense à des patients qui ont pu avoir un premier enfant et un deuxième enfant. Et c'est au niveau du troisième enfant où ça a été compliqué. C'est toujours intéressant de voir s'il n'y a pas des enfants morts-nés, et c'était le troisième de la fratrie, ou des enfants qui ont eu des accidents, et c'était le troisième. Enfin, voilà, des choses comme ça, où là, ça peut être aussi très impactant pour les descendants. Parce que l'inconscient familial transmet qu'il y a un danger autour du troisième. Et donc là, ça peut bloquer. Autre fait important, de questionner si l'enfant, enfin, donc l'adulte, quand il était enfant, est-ce que c'était un enfant attendu, hein, ce phénomène d'enfant surprise, entre guillemets, qui pourrait, on sait que ça peut être difficile quand on ne s'est pas senti désiré de donner la vie. Donc, je pense à une patiente qui me dit souvent, de toute manière, moi, je ne devais pas être là. Je ne devais pas être là, je n'ai pas été choisie. C'est vrai que pour cette patiente, on sent que c'est toujours une très grande blessure et que c'est peut-être un peu compliqué à dépasser. Ou alors un enfant qui était attendu, mais avec un autre sexe. Et du coup, il se sent finalement jamais à la hauteur parce qu'il ne répond pas à l'attente. Et donc là, on revient aux croyances toxiques dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent du coup être comme des poids, des choses qui viennent arrêter finalement le, 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 le mécanisme, le dynamisme de la vie. Je poursuis. Alors, autre question, si je n'ai pas accès à toute mon histoire transgénérationnelle, est-ce que ça veut dire que je ne pourrai jamais m'en délivrer et tomber enceinte? Bah non, heureusement, on n'a pas tous, on n'a pas tous besoin de faire un énorme travail pour, tomber enceinte ou pour avancer dans la vie, hein, plus largement.
Mais parfois, effectivement, il va falloir aller un peu chercher. Là, je vous ai mis un peu le livre basique d'Anne Ancelin. À la fin, je vous en mettrai un autre. Mais l'idée, ça va être quand même d'oser finalement parler de son histoire, chercher dans son histoire. Et là, on va vraiment travailler avec le symbolique. On va essayer de symboliser les grands événements de la famille. On peut les faire dessiner, on peut les jouer comme une pièce de théâtre. Euh, on peut fabriquer des objets, par exemple, pour dire au revoir à un enfant qui est parti trop tôt. Tout ça pour finalement mettre du symbole et mettre quelque part un apaisement face à la pression de l'histoire familiale. Peut-être de dire, bah, de rendre aux ancêtres ce qui leur appartient et de garder ce qu'on souhaite. Donc non, on n'est évidemment pas obligé de faire tout ce travail pour aller suffisamment bien et pour avancer dans sa vie, mais parfois, on va être obligé d'aller creuser un peu ça. Voilà. Je vous ai mis très rapidement quatre situations, par exemple, où on sait que là, potentiellement, ça peut être aussi des points à haut risque, finalement, pour, notamment autour de l'infertilité. Hein, c'est des études qui ont été menées voilà, sur des hommes, sur des femmes, et on a vu que quand il y avait ces quatre points-là, euh, enfin, un suffit, hein, bien sûr, potentiellement, chez ces personnes-là, ça pouvait être plus difficile pour eux d'accéder à la parentalité. Alors, quels sont ces points? On reprend un peu ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Il y a la perte précoce de la relation au père ou à la mère dans la petite enfance. Hein, ça revient aussi aux théories de l'attachement. Quand l'une des figures d'attachement disparaît dans la toute petite enfance, ça peut créer un traumatisme psychique qui fait qu'il y a peut-être un danger à être enceinte ou à être père. Pourquoi? Parce que ça serait prendre le risque, euh, euh, finalement, quelque part, pour l'enfant, que l'enfant vive ça. Et en fait, l'enfant devenu adulte dit, je ne veux pas que mon enfant vive ce que moi j'ai vécu. Plus jamais ça. Donc, quelque part, c'est comme si ça devient un frein. Autre point possible, c'est un possible traumatisme de la perte d'une figure parentale à l'adolescence. On a aussi l'adolescence où il y a ce besoin finalement d'affronter un peu les figures parentales. Pas forcément dans une crise ou les détester et mettre le feu à la maison, mais dans cette idée de pour savoir qui je suis, j'ai besoin un peu à me confronter à ceux qui m'aiment et peut-être aussi mettre un petit peu à distance leur modèle pour savoir un peu qui je suis. Donc quand il y a une disparition d'une des figures parentales à ce moment-là, ça peut être aussi compliqué pour l'adolescent devenu adulte. Autre traumatisme possible, hein, ça ne veut pas du tout dire que s'il y a cette situation, il y aura forcément traumatisme. Bien sûr que non, et heureusement, c'est la dévaluation des figures parentales, grand-parentales, arrière, euh, grand-parentales. C'est-à-dire que quand ces figures-là, par exemple, sont maltraitantes, quand ils tombent dans l'alcool ou dans la drogue, quand ils abandonnent, tout ça, ça va vraiment venir impacter l'image du sujet sur lui-même et l'image du sujet sur euh, le rôle d'un père, d'une mère, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un oncle, d'une tante, d'un parrain, d'une marraine, dans cette idée en fait que ça va venir le fragiliser, ça va lui montrer que peut-être le pire peut arriver. Et le psychisme, on est vraiment sur un savoir empirique, hein. Et le psychisme, une fois qu'il a vécu quelque chose et que ça a été particulièrement douloureux, il va de cesse de dire au sujet, attention, ça peut recommencer, ne prends pas de risque, ne prends pas de risque. Et donc, ça peut là aussi être bloquant pour la fertilité. Et puis, autre point, c'est la transmission des traumatismes transgénérationnels qu'on a évoqué tout à l'heure. Ça peut être
de l'inceste, des viols, euh, ça peut être des abandons, des enfants cachés, des choses comme ça, toute une histoire autour de la parentalité qui serait trop lourde et qui fait que le sujet ne peut pas prendre le risque d'aller vers ce domaine-là, d'aller explorer ça. Et donc c'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure, ces quatre situations à haut potentiel, elles ont été mises en évidence par différentes études scientifiques. Et on a vu que les personnes qui avaient eu la possibilité d'échanger sur leur parcours autour de voilà, des différents points, et ben, le taux de fertilité avait drastiquement augmenté après, après tout ce travail. Alors, je trouve ça intéressant, c'est que peut-être ces personnes-là, du coup, elles ont pu euh, euh, ouvrir un peu la cocotte minute, quoi. Laisser un peu toutes ces émotions, tous les traumas un peu sortir, se sentir entendu, se sentir accueilli, se sentir peut-être consolé, symboliser quelque chose, travailler quelque chose, et peut-être que ça a favorisé le travail du corps. Voilà. Après, autre point important, et après, il y aura quelques petites questions, et puis je m'arrêterai là, mais autre point important quand j'ai une personne qui souffre d'infertilité devant moi, c'est aussi de travailler les leviers du couple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Quel est le rôle de chacun dans le couple? Quelle est la croyance de chacun sur le couple? Je pense à une patiente qui finalement avait une croyance qui avait une estime d'elle-même assez faible. Donc elle venait me voir parce qu'elle souffrait, elle voulait vraiment un bébé. Mais en travaillant, on s'est rendu compte que cette patiente, elle avait une croyance que une fois que son conjoint deviendrait père, il préférait le bébé à elle. Et je crois qu'il y avait une forme de résistance à l'intérieur d'elle parce que elle, son conjoint, euh, c'était pas tout, mais quand même presque, quoi. Elle ne voulait pas perdre l'amour de son conjoint. Et donc, il y avait sa raison qui disait, ben non, bien sûr que non, bien sûr qu'il va continuer à t'aimer. Et en fait, toute une autre partie d'elle-même qui l'a dépassée et qui disait, mais en fait, ça me terrorise. Il va préférer le bébé. Et moi, je vais rester sur le côté. Je pense à une autre patiente euh, dont le père avait été maltraitant, extrêmement violent, pas avec ma patiente, mais avec d'autres membres de sa famille. Euh, et son père s'était mis à être violent à l'arrivée des enfants. Et je crois que dans l'inconscient de ma patiente, il y avait cette idée quand même de est-ce que si on accueille ce bébé, quelque part, est-ce que mon conjoint va lui aussi devenir maltraitant? Donc, pas forcément des choses qu'elle se disait, on est parti sur des hypothèses, elle n'est pas arrivée avec ça au début, mais en travaillant sur ses souvenirs d'enfant, sur ses souffrances d'enfant, mais aussi sur ce qui se passe dans sa réalité, sur la solidité de son couple, sur les qualités de son conjoint, je pense que ça a contribué à faire bouger quelque chose chez ma patiente. Euh, il y a des couples aussi qui ont un fonctionnement fusionnel. Et donc, il n'y a pas de place pour un tiers, en fait. Il y a vraiment cette idée de on doit être tout le temps ensemble. C'est ensemble qu'on traverse la vie. Je pense à un couple de patients qui est très... Chacun est très écorché, une histoire de vie très dure. Et c'est vrai que c'est comme si ils se réparaient l'un l'autre et qu'il n'y avait pas de place pour finalement pour un autre amour et que ça serait trop risqué pour le couple. Euh, évaluer les leviers du couple, bah, c'est évidemment regarder la question des violences psychologiques ou physiques ou sexuelles. Enfin, de dire, bah, voilà, parfois, c'est pas dit par le patient et pourtant il se passe ça. Et donc là, on imagine bien que le corps, quelque part, il bloque ça. Il ne bloque pas toujours, mais parfois, il bloque la parentalité pour montrer qu'il y a un problème. En fait. Autre levier important, l'absence de sexualité. Je suis hyper surprise du nombre de personnes qui consultent en disant nous n'arrivons pas à avoir d'enfants et je me rends compte qu'il n'y a pas de sexualité et que c'est comme si c'était pas relié au fait qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Je le découvre en
vraiment en allant creuser, quoi. Donc là, bah, il s'agit de voir un peu pourquoi cette absence de sexualité, quand est-ce que ça a commencé, euh, et déjà essayer de travailler ça avant de travailler le désir d'enfant. Mais parfois, c'est lié. Ah, la sexualité s'est arrêtée au moment où on a voulu avoir des enfants. Pourquoi? Soit parce que il y a eu un parcours médical très vite et que ça a été très effractant et que ça a arrêté toute libido chez les conjoints, ou alors il y a un des partenaires, au moment où on a dit bah, go, hop, on se lance dans la parentalité, euh, bah, sa libido s'est figée. Et ça, c'est intéressant de travailler. Peut-être que justement, il y a un conflit interne entre son désir d'être père ou mère et finalement, ça pose ses possibilités de l'être. Voilà ce que je vous mettais, le conflit entre le désir et l'intérêt. Alors, autre question, si le blocage vient de l'autre, est-ce qu'il ne veut pas et qu'il ne veut pas consulter? On pourrait se dire, bah, s'il ne veut pas consulter, ben, c'est mort, quoi. Ça veut dire que ça ne bougera jamais. Alors, moi, j'aime rappeler à mes patients ce principe systémique de base qui est que quand un membre du système bouge, c'est tout le système qui va être en mouvement. Donc, souvent, quand il y a un membre du couple qui est en thérapie, bah, l'autre aussi va bouger. Pourquoi? Parce que le patient, il va réagir différemment d'habitude, il va il va se comporter différemment, il va avoir d'autres réponses. Et donc l'autre va être un petit peu perturbé dans sa façon d'être en couple et ça va faire bouger l'autre. Je pense à une de mes patientes, euh, euh, elle me dit, voilà, mon mari ne veut pas en parler, il ne veut pas parler de notre souffrance, pour lui, tout va bien. Et donc, il interdisait un peu aussi, quelque part, ma patiente d'exprimer ses émotions. Bah là, elle a suffisamment travaillé pour dire, bah, moi, j'ai besoin de cet espace, moi, c'est OK pour moi de me dire ce que ça fait, comment je le vis, à quel point c'est douloureux, mais aussi ce qui existe autour. Et je crois que ça fait bouger un peu son mari, qui voit aussi qu'on n'est pas obligé d'être dans l'effondrement ou dans l'arrêt et que peut-être ça va le mettre aussi un peu au travail. Mais bien sûr, ça aussi, ça a ses limites. Donc parfois, euh, eh ben, l'autre ne va pas suffisamment bouger et quelque part c'est à accepter, hein. Souvent, une personne qui est très très réfractaire à venir même pour quelques séances, c'est la peur de s'effondrer ou la peur de se connecter à cette souffrance et que ça fasse trop mal. Et ça, je crois que c'est à respecter. Il ne s'agit pas du tout de traîner tout le monde chez les psychologues. Ce serait pas, enfin, pas très malin. Surtout, parfois, ça marche suffisamment bien, c'est suffisamment équilibré et donc il n'y a pas besoin de travail. Ou alors, il y a trop de peur, il y a trop de résistance et ça ne sert à rien d'y aller en frontal parce que ça sera plus, il n'y aura rien de bénéfique pour la personne. Voilà, mais parfois, le fait qu'il y en ait un des deux qui fasse ce travail, je vous dis, ça fait vraiment bouger le couple, ça fait vraiment, ça interroge l'autre, parce que souvent, le patient arrive et raconte sa séance, etc. Et l'autre dit, ah, bah, c'est vrai, ah, c'est marrant, elle t'a posé ça comme question sur tes parents, sur tes grands-parents, sur, ah, bah, effectivement, moi, comment c'était. Et puis, voilà, ils s'en parlent et peut-être que par là, ça vient dénouer quelque chose. Et à l'inverse, je pense à une consultation cette semaine qui était assez amusante, c'était une consultation de couple. Et la patiente voulait absolument que son mari poursuive les séances en individuel avec nous. Et donc, il a fallu quand même que je lui signifie que je trouvais que son mari allait suffisamment bien. Certes, c'était pas facile pour eux de ne pas avoir d'enfant, mais qu'il avait l'air de suffisamment bien fonctionner. Et surtout que les portes étaient quand même bien verrouillées. Donc, il ne souhaitait pas qu'on y ait accès. Et donc, il y a plus de... Enfin, c'est plus dangereux d'être en frontal que d'accepter ça, en fait. Parce que sinon, c'est encore être dans le forcing sur quelqu'un qui probablement a une histoire autour de l'autre veut pour moi et je dois m'exécuter.
Donc parfois, il y a plus de bien à se dire, bah non, laissons-le faire comme il l'entend, plutôt que d'aller répéter finalement des blessures de son histoire. Voilà, autre pensée que je voulais juste aborder rapidement avec vous, parce que dans cette histoire, on parle vraiment de l'importance d'être au clair avec ses émotions, avec son histoire personnelle, transgénérationnelle. Euh, euh, on pourrait aussi se dire, bah, euh, si j'y pense moins, ça va mieux se passer. Là, peut-être que ce qui bloque, c'est que j'y pense tout le temps. Alors, je trouve que ça relève vraiment d'une injonction paradoxale, hein, quand on dit aux patients arrêtez d'y penser, ça marcherait bien. Je veux dire, on leur dit d'arrêter d'y penser et en même temps, ils ont 15 000 rendez-vous de prise de sang, de gynéco, de psycho, d'ostéopathe. Mais c'est impossible d'arrêter d'y penser si ça bouffe en fait toute la vie. En fait, tout concrètement, si dans l'agenda, c'est XXL, quoi. Et comment arrêter de penser si c'est un désir profond de notre cœur? Moi, je trouve que c'est peut-être plus pertinent de légitimer le besoin d'y penser. Bien sûr que vous y pensez. Comment vous demandez d'oublier? Vous ne pouvez pas oublier. Mais peut-être qu'on peut réfléchir au curseur, à l'intensité. Si c'est là, en permanence, tout le temps, s'il n'y a rien d'autre, ça va être compliqué. Et là, on essaye plutôt de développer les ressources de l'individu ou les ressources du couple pour voir s'il n'y a pas autre chose aussi qui les anime, autre chose qui existe, autre chose qui pourrait prendre de la place. Mais ça ne veut pas dire oublier. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Autre question qui nous amène vers la fin de mon intervention. Après tout ce travail thérapeutique, je ne suis pas enceinte. Est-ce que c'est que je n'ai pas assez travaillé? Ça, c'est une question qui est un peu difficile, euh, parce que c'est vrai que pour mes patients qui viennent me voir pour des questions de fertilité, quand l'infertilité dure, moi-même, en tant que thérapeute, je peux me dire, mais est-ce que je suis pas allée assez loin? Est-ce que j'ai pas posé les bonnes questions? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment travaillé tel ou tel thème? Je crois qu'il faut être quand même un peu humble par rapport à ça et de se dire, de toute manière, on n'a pas le pouvoir euh, de, de, de rendre la personne fertile ou pas, contrairement à ce que j'entends, hein. J'entends certains patients qui me disent, oui, oui, le médecin m'a dit on va vous le faire, ce bébé. C'est incroyable de dire quelque chose comme ça. On dit qu'évidemment que la vie est un mystère absolu et que nous, on a une place importante de favoriser ou pas certaines choses, d'essayer d'activer certains leviers, de lever certains freins, mais qu'on n'est pas dans la toute-puissance et que, bah oui, parfois c'est mystérieux. On a l'impression que vraiment on a fait tout le job. Peut-être que on a fait aussi jusqu'à un certain point et peut-être qu'il faudra une autre thérapeute ou un autre moment de vie pour lever d'autres freins ou peut-être pas. En tout cas, ce que je repère souvent, c'est que il y a un peu une différence entre le rythme du psychisme qui est long. Vous voyez, c'est lent de se remettre de certaines blessures, c'est lent de se rendre compte de certaines choses. Et nous, on voudrait vraiment aller vite. Alors, comment ça se fait qu'au bout de 10, 12, 15 séances, ça n'avance pas? Alors, évidemment, ça avance en termes d'émotions, d'objets traités, mais je suis toujours pas enceinte. Bah oui, parce que peut-être qu'il faut du temps pour cicatriser certaines blessures. Et ça, là aussi, on ne maîtrise pas ce temps. Donc, il s'agit vraiment d'avoir, et j'imagine que vous avez la même posture, mais c'est vraiment cette posture d'humilité et pas du tout de toute puissance. Moi, les personnes viennent me voir, je dis toujours, on va vraiment essayer vraiment d'activer le plus possible pour soulager aussi le corps, pour essayer d'ouvrir des zones de possible. On va faire notre maximum et on est tous soumis à ce grand mystère de la vie. Autre point qui me semblait important, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de soignants, je ne suis pas psychologue, comment traiter le psychosomatique? Je suis sûre que vous le faites déjà, mais vraiment déjà rien de se dire qu'il y a un lien entre corps et esprit, que ça interagit
en permanence, d'oser poser les questions dans ce sens-là, ça permettra sans doute déjà à certaines choses de se travailler, de se dire, hein. Plus ça va être pensé par nous, plus ça va être présent chez vos patients. C'est-à-dire que plus dans vos questions, vous allez dire, mais comment vous vous sentez aujourd'hui, ou comment ça se passe dans votre couple, peut-être quelle est votre histoire autour de la parentalité, est-ce que peut-être quelles images vous avez d'une mère suffisamment bonne, d'un père suffisamment bon, des petites questions comme ça, eh ben, ça permet de transmettre qu'on n'est pas qu'un corps et que les choses sont reliées et ça permet déjà au patient de se mettre lui aussi au travail. Et puis évidemment, quand on sent dans l'intuition voilà, par des événements un peu massifs, qu'il faut transmettre, c'est hyper important la façon dont on transmet l'indication pour aller voir un psychologue. Si c'est, ben, on a tout essayé, aller voir le psychologue, ça déjà, ça va être compliqué, hein. Si c'est la dernière chance, ça va être un peu compliqué. Si c'est, bon, madame, vous me semblez un peu trop compliqué, je pense que ça serait bien d'être vu par quelqu'un, ou vous pleurez un peu trop, vous êtes un peu triste, là aussi, ça va être compliqué. Mais si il y a cette idée de, mais vous savez, madame, vraiment, la question de la fertilité, elle est plurifactorielle, l'être humain, il est complexe, et pour vous accompagner pleinement, il faut peut-être aussi une écoute de votre psychique, de vos émotions, et il y a des professionnels pour ça. Déjà, ça permet souvent une meilleure alliance thérapeutique avec le patient. C'est-à-dire que moi, je vois bien que ça va faciliter ou pas l'alliance thérapeutique, la façon dont ça va être transmis. Ça, c'est hyper important, vraiment de bien transmettre ce lien. Et de dire que, que tout ça est complémentaire, le travail autour du corps et le travail autour du psychique, ça peut être fait en même temps ou pas en même temps, mais que c'est vraiment pour envelopper le plus possible la personne. Voilà, donc je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère ne pas trop vous avoir endormi. Encore une fois, je me dis un mercredi soir à 20h30, c'est un petit défi. Je vous ai juste mis quelques ouvrages voilà, qui me semblent très intéressants pour creuser certains points de psychosomatique, de transgénérationnel, ou aussi du couple, qui est souvent le couple, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un peu le parent pauvre des consultations, le couple qu'on connaît moins bien, où on est moins à l'aise. Voilà, je vous ai mis des ouvrages pour rentrer un peu dans le couple. Et puis, je vous ai mis les liens aussi, en tout cas le lien de la prochaine euh, euh, formation que je donne sur infertilité, causes et répercussions. euh, euh, voilà, chez le sujet et le couple. Voilà. Hop, stop chérie. Voilà. Voilà, est-ce que c'est bon? J'en ai terminé avec le PowerPoint. Et voilà. Alors, je sais pas trop comment vous souhaitez qu'on fonctionne. J'ai respecté le délai. C'est déjà ça. Je, Alors, on t'entend pas, Marie-Agnès. Peut-être que le micro est ouais, je coupé. l'avais coupé, j'avais du mal à me remettre en route. Je disais, merci beaucoup Mathilde pour ce topo très intéressant. C'est toujours vraiment très chouette de pouvoir avoir une autre approche du suivi des couples dans les problématiques d'infertilité. Et tu l'as très bien expliqué. Merci. Alors, je crois qu'on n'a pas énormément de questions et ce soir, on n'est pas très nombreux. Donc, si vous souhaitez poser vos questions, j'ai envie de dire à visage découvert, ben, en mettant votre caméra et votre micro, ça peut être tout aussi sympathique. Et puis, si vous ne souhaitez pas poser vos questions ouvertement, on les reprendra quand même en relisant le chat. Donc, voilà, je laisse la parole
ouverte librement et puis ensuite on prendra les questions qui n'ont pas été traitées dans le chat si vous n'avez pas osé prendre le micro. Donc n'hésitez pas à déverrouiller votre micro. J'espère que que vous pouvez le faire, que ce n'est pas bloqué. Que quelqu'un veut se lancer pour voir si les micros peuvent être désactivables. Il nous faut un courageux là. J'ai un tout petit doute si techniquement, est-ce que ça n'a pas été bloqué? Bon, alors je vais lire les questions. Auriez-vous des conseils pour notre pratique clinique? Comment je peux dire qu'un événement, un trauma est élaboré ou qu'il n'est pas élaboré? Ah, Mathilde, ce coup-ci, c'est toi qui as ton micro coupé. Pardon. Super question. Effectivement, c'est quelque chose que j'aurais dû vous mettre sur PowerPoint. Petit outil très simple, c'est vous demandez à la personne, quand vous pensez à cet événement maintenant, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous évaluez la perturbation émotionnelle que vous ressentez maintenant? Si la Mm. perturbation, elle est au-dessus de 6-7, c'est que c'est pas digéré. Mm. C'est que là, il y a quelque chose à mettre au travail. Alors, si l'événement s'est passé la semaine dernière, c'est plutôt normal. Là, je parle quand même des événements quand il y a eu un peu de temps. Si vous voyez que la perturbation émotionnelle, elle est toujours là, 6-7, et que généralement, on le sent dans la voix du patient, on le sent dans son regard, on le sent dans son corps, là, on se dit que peut-être... et c'est important là aussi de ne pas culpabiliser la personne. C'est pas vous n'avez pas suffisamment digéré, etc. C'est attendez, mais là, ça veut dire que ça vous fait encore énormément souffrir. On ne peut pas vous laisser tout seul dans cette souffrance. Il y a des choses, il y a des thérapies qui existent, qui sont efficaces pour vous soutenir là-dedans, quoi. Mm. Hein, je vous ai mis dans le PowerPoint le corps n'oublie rien, qui est vraiment, j'ai envie de dire, un peu la Bible pour comprendre le psychotrauma et pour comprendre les différentes approches pour traiter le psychotrauma. Si vous avez envie d'un pavé bien solide pour vraiment comprendre le psychotraumatisme, euh, ça c'est vraiment la ressource absolue. Est-ce que tu peux mettre dans le chat le titre? Oui, c'est le corps n'oublie rien. Euh, oui, je ne sais pas, vous n'avez pas accès après au... Attendez, je vais vous le repartager. On a accès, en fait, en adhérent Focus, on a accès au replay, mais on n'a pas D'accord, accès au pas PowerPoint. au PowerPoint. Ok. Donc, c'est pour ça que si tu le Euh, mets dans le oui, je vais juste... Là, vous voyez mon écran ou pas? tout petit. En tout petit. Hop, euh, Ouais, super. je vous le remets. Voilà. Je le mets en plus dans le chat si vous voulez. Voilà, si vous voulez prendre en photo aussi, généralement, c'est ce que je fais. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment tout le travail autour des neurosciences aussi, bien sûr, hein, qui parle de ce qui se passe dans notre cerveau, après de ce qui se passe dans notre corps, et toutes les méthodes thérapeutiques possibles, notamment de l'EMDR, qui est très efficace dans le psychotrauma. Merci. Euh, Vaut-il mieux ne pas... Enfin, je passe à la question suivante. Oui, Vaut-il mieux ne pas travailler en psychothérapie quand les traumatismes ou les peurs sont trop importants? alors je comprends peut-être pas bien la question parce que euh, Peut-être je est-ce vais... qu'on a peur que le fait de lever certains freins soit finalement trop douloureux et que la personne s'effondre parce que, enfin, je sais pas, Ouais, j'imagine que la question est comme ça. d'accord, Alors, ok. si la personne veut Euh, reformuler et qu'elle arrive à activer son micro, parce que c'est Oui, peut-être alors j'ai cru compliqué. voir que je crois qu'elle ne pouvait pas activer le Ah, micro. c'est ça. J'ai cru voir ça dans le chat. Euh, oui, alors c'est vrai que euh, on a un peu dans l'inconscient collectif, on a cette idée de il faut absolument parler du trauma, dire le trauma, il n'y a que comme ça que ça ira. Et c'est ce que je vous ai quand même un peu dit jusqu'à présent.
je pense qu'il faut y aller vraiment à tâtons, hein. Nous, par exemple, moi qui pratique le MDR, je ne vais pas pratiquer dès la première séance le MDR. J'attends que le patient soit suffisamment stable, que la relation thérapeutique soit, que l'alliance thérapeutique, pardon, soit suffisante. Excusez-moi, votre micro, il est coupé. Oui. Euh, Ça va. Mathilde, Mathilde, on ouais. n'entend Ouais. plus. Voilà. Ah, ça y est. Ah, C'est moi qui pardon. ai essayé, excusez-moi, c'est moi qui ai essayé de D'accord. donner le micro et à la place, Ah oui. j'ai coupé. Alors, je Désolée. ne sais pas ce que vous avez entendu ou Il faut que pas. tu reprennes depuis un petit bout de temps parce que Ah, j'ai. Ouais. d'accord. Alors, je recommence. Donc, je dis, euh, très important, le fait de, quand on travaille le trauma pur, on s'assure que le patient soit suffisamment stable et que l'alliance thérapeutique soit suffisamment solide. Il y a des patients, ils ont des symptômes. Dès le départ, on se dit, bon, ok, on sait vers quoi on s'oriente. Je n'y vais pas, surtout pas au début. Je vais aller sur des petites choses plus légères, mais surtout, je vais aller sur sa réalité tout de suite, maintenant. Sécuriser le présent. Et une fois que je me sens suffisamment sécure aussi dans la thérapie, on va faire des petits tests pour voir si on peut aller au fur et à mesure au cœur du problème. Il y a des patients, on ne pourra jamais aller, enfin jamais, c'est présomptueux de ma part de dire ça. En tout cas, ça va mettre beaucoup de temps pour aller au cœur du problème. Parce que ça serait trop fragilisant pour eux, ou qu'à chaque fois qu'on tente d'y aller, ils font quatre pas de côté, ou il y a une flambée de symptômes. Bah, ça, c'est à respecter, quoi. On ne va pas absolument aller, même si on sait bien que potentiellement il y a un énorme trauma, on ne va pas y aller en frontal parce qu'on dit qu'il n'y a que comme ça qu'ils iront mieux. Parfois, il y a des patients qui composent autour du trauma et qui vont, entre guillemets, suffisamment bien en n'ouvrant pas cette porte. Et ça, je crois que c'est quand même à... Enfin, il faut être très vigilant là-dedans et c'est à respecter. Parce qu'à l'inverse, j'ai des patients qui sont venus et qui ont eu, par exemple, des séances de MDR par des psychologues alors qu'ils étaient absolument pas prêts. Et en fait, du coup, ils se sont pris des réalités en pleine figure qu'ils n'étaient pas du tout en mesure d'affronter. Et donc, ils sont en panne dans leur vie depuis des années. Enfin, je crois qu'il faut être quand même très précautionneux sur comment on pointe les choses et comment on les travaille. J'espère que j'ai répondu à la question. Je sais pas si- Ouais, finalement, d'être prudent dans Oui, comment on amène l'accompagnement, ouais, s'assurer que la personne est capable d'aller dans ce chemin-là. ouais, exactement. Et on a quand même des signaux un peu clairs. Si on voit que Mm. à chaque fois qu'on parle de ça, la personne flambe dans ses symptômes, c'est que pour le moment, elle a peut-être plus besoin d'être sécurisée, stabilisée. Encore une fois, c'est très important la réalité là du présent de la patient, du patient, quoi. Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce que c'est solide? Qu'est-ce qui lui fait du bien? Comment elle prend soin d'elle? Qui prend soin d'elle? De travailler toutes ces choses-là avant de vouloir attaquer autre chose, quoi. Mm. Merci Mathilde. Madeleine, tu as une question, je crois, de Clotilde, c'est ça? Faut que tu actives ton micro, Madeleine. Et- oui, donc il y a Cosima Desvalières qui est malade, donc qui a juste posé son, qui est pas en ligne, qui posait cette question. J'arrive plus à retrouver le Ah, je sur, l'ai sous les yeux là. sur le photolangage. Ouais, je l'ai sous les yeux. Il me semble que vous utilisez souvent le photolangage pour aider les couples à verbaliser la qualité de leur vie de couple au tenté et celle qu'ils aimeraient vivre. Est-il possible de se procurer cet outil? Combien de temps cela prend-il de faire faire cet exercice? Ouais. Euh, alors oui, j'en ai pas parlé ici parce que je pouvais pas parler de tout, mais Ouais. le photolangage, c'est l'idée de comme je disais, en terminant, le couple, c'est souvent le parent pauvre, c'est celui qu'on a du mal à identifier.
dans nos séances, hein. Le couple, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ce que disait Philippe Caillet, c'est 1 + 1 = 3. C'est le tiers, le couple. C'est la création unique entre deux individus. Donc c'est bien plus que la somme de deux individus. C'est cette création unique. Et l'idée du photolangage, c'est d'essayer d'inviter les couples à visualiser leur couple. Donc, ce que je leur demande souvent, et c'est des outils systémiques, moi je suis systémicienne, c'est si vous aviez une image pour me parler de votre couple, laquelle serait-elle cette image? Est-ce que ça peut être un objet, un animal, un végétal? Qu'est-ce qui pourrait me faire découvrir votre couple? Donc là, généralement, les gens donnent des images. J'ai eu le droit à, bah, c'est un bateau, un très vieux bateau qui est en train de couler, euh, c'est euh, euh, c'est une montagne. Enfin voilà, là vous avez plein d'images possibles. Et puis sinon, ce que j'aime bien faire avec les couples, c'est des planches, en fait, où j'ai fait des montages de personnages de Disney ou des grandes peintures où on voit des couples et le couple peut chercher, peut piocher. Bah voilà, moi je trouve que notre couple, c'est plutôt ça. C'est plutôt cette image-là, par exemple. Quand ils ont du mal à visualiser les choses, d'avoir un outil concret, ça marche bien. Ouais. Euh, et après, il existe aussi des outils systémiques. Là, je vais chercher juste à côté. J'arrive. Ouais. Je trouve que j'ai le jeu Dividor qui s'appelle Amour Monstre. Amour Monstre Dividor. Et en fait, c'est des petites cartes. Bon, le graphisme, je ne suis pas une surfan, mais c'est un petit monstre avec il y a plein de cœurs différents, quoi. Ça va être ce gros cœur-là qui écrase le monstre. Ça va être celui-là où le cœur est tout petit. Celui-là où il est en train de crier. Enfin, des images comme ça assez figurées, quoi. Enfin, et du coup, généralement, les couples aiment bien aussi. Je leur dis, si vous aviez une image qui pouvait me parler de votre relation, quelle serait-elle? Et ils choisissent une image. Il y a aussi, je peux utiliser des images en noir et blanc, euh, voilà, au cabinet. Alors là, là, je vous ai pris la pochette plutôt estime de soi, mais en fait, on peut trouver ses propres images-là, et l'idée, c'est d'en avoir plein sur la table et que la personne, chacune choisisse pas laquelle est la plus représentative de son couple. Voilà, ça, c'est un petit outil très concret pour dire, bah voilà, quelle serait un peu l'image de votre couple aujourd'hui. Et Mm. ça, c'est hyper intéressant parce que, bien sûr que vous êtes vous renseigné professionnel, du coup, vous avez l'info, mais ce qui est très intéressant, c'est que le couple lui-même se découvre un peu, quelque part. C'est en disant qu'il se dit, oh, ah ouais, en fait, ça va mal, ou en fait, ça va quand même bien. Je pense par exemple à ces couples qui sont dans cette épreuve du désir d'enfant, et ben, sou- souvent, je trouve que les séances de couple, ça leur permet de voir le trésor qu'ils ont, à savoir leur amour, quoi. Et ils sont tellement éprouvés qu'évidemment, dans le guidon, on ne voit pas forcément ça. Et que moi, je trouve très souvent les séances, évidemment, on parle de ce qui fait mal et de ce que ça engendre, ce désir d'enfant dans le fonctionnement de leur couple. Mais ça aussi leur permet de dire, bah la vache, on est sacrément costaud, ou même sacrément fort pour pouvoir tenir ça, quoi. Donc voilà, des petits outils tout simples, comme ça. Merci. Je poursuis dans les questions. Alors, je suis désolée de ne pas être capable de remettre les micros. Je- J'ai fait pire tout à l'heure. Donc, je ne vais pas refaire pire. Attends, comment réduire les tics psychosomatiques qui sont sortis à cause de l'infertilité? Et un petit remerciement en prime pour la présentation. Sympa. Si je comprends bien, c'est que suite à l'infertilité,
il y a eu, enfin, je ne sais pas trop ce qu'elle entend Je par pense que apparition de tics suite à l'infertilité, j'imagine. Comment réduire les tics psychosomatiques, point d'interrogation, qui sont sortis à cause de ouais, l'infertilité? Des choses d'accord. Et ben, ça serait, donc ça veut dire des tics qui seraient apparus suite à j'imagine. ça. Ouais. Bah, c'est peut-être cette idée de se dire que peut-être que c'est par là, c'est retrouver un peu de maîtrise là où on n'a pas de maîtrise autour de la fertilité. Et donc, du coup, souvent, un tic, c'est quelque part euh, un débordement émotionnel qui essaye d'être un peu géré de cette façon-là. Et donc, l'idée, c'est pas tant d'aller travailler euh, euh, d'avoir un protocole autour du tic, mais plutôt de travailler sur l'émotion et peut-être le sentiment d'impuissance, le besoin de maîtrise, le besoin de réguler les émotions. Et c'est plutôt un travail autour de tout ça, quoi. Et Mm. donc là, je travaillerai aussi vraiment très concrètement sur comment vous prenez soin de votre corps. Donc, on a parlé des émotions, mais votre corps. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous vous faites masser? Est-ce que vous avez des temps de détente autour de votre corps? Ce corps qui peut devenir vraiment un corps ennemi, un corps qu'on met à distance. Enfin, comment vous l'habitez ou pas? Est-ce que vous prenez soin de vous? Comment vous l'habillez? Enfin, je travaillerai vraiment comme ça parce que le tic, c'est encore une fois un symptôme de peut-être que ça fait trop mal ou c'est trop anxiogène et donc il faut que je récupère un peu de maîtrise, quoi. Mm. Merci. Autre question de Gabriel. Parfois, on découvre avec le couple qu'il y a des causes d'infertilité que l'observation du cycle nous montre, comme par exemple, pardon, comme nous montre, comme l'absence d'ovulation, par exemple. Donc, je reformule, parfois on découvre avec le couple qu'il y a des causes d'infertilité que l'observation du cycle nous montre, comme l'absence d'ovulation, par exemple. Comment aborder la chose avec le couple, car cela peut être très violent. Ouais. Ça veut dire que le couple n'avait pas conscience de ça et va le découvrir avec le médecin, l'instructrice. Ouais, je comprends. Effectivement, euh, c'est c'est forcément difficile. Mais là aussi, je trouverais ça intéressant de savoir si c'est tout le temps le cas à chaque cycle ou pas. Mm. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que peut-être il n'y a pas eu d'ovulation à ce cycle-là? Euh, Ce serait très intéressant de justement d'essayer de comprendre le contexte en fait de ces observations-là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour ce couple? Et peut-être que ça peut être une approche de dire, écoutez, quand je regarde le tableau, on le regarde ensemble, vous savez, il y a quelque chose là quand même que je dois vous dire. Alors, je sais que ça peut être douloureux, mais vous me faites confiance pour être honnête avec vous. Je vois qu'il n'y a pas de, probablement il y aurait pas eu d'ovulation. Peut-être qu'on peut essayer de voir si il s'est passé des choses particulières dans ce cycle-là pour vous, madame, ou pour vous, monsieur, ou pour votre couple. Voyez? Et Mm. déjà, c'est là aussi inscrire sur le fait que peut-être il y a des choses qui ont du sens, en fait. Et on n'a pas toujours la réponse, hein. Je ne dis pas que c'est à 100% le cas, mais déjà de l'inscrire là-dedans, ça peut être un peu étayant pour le coup. Merci. Alors, on vérifie que toutes les questions aient bien été reprises. Tac. Je pense que c'est bon. Alors, moi, je n'ai pas noté de questions, mais j'en ai quand même deux. Je suis la bavarde de service et j'ai le micro ouvert, donc j'en profite. Ouais, À un moment, assez au début de la présentation, tu as dit que, évidemment, il n'y a pas de dosage hormonal pour parler des problématiques liées à l'aspect psychologique. Néanmoins, on sait que le cortisol, c'est l'hormone du stress. ouais, ouais, Est-ce qu'on peut quand même faire un peu une corrélation? Une patiente qui aurait un cortisol très élevé, ouais. est-ce que c'est forcément rattaché avec du stress très élevé? Est-ce que chez une personne stressée, on a intérêt à doser le cortisol? Ouais, oui, Voilà, est-ce oui, que bien la sûr. biologie Bien sûr. est... Bah oui, parce que c'est l'interaction pure. Hmm. C'est-à-dire que c'est là le corps qui va parler aussi de l'émotionnel. Bien sûr, de même que euh, c'est mes patients qui sont en souffrance psychique, je pense notamment aux femmes,
elle déclenche très souvent des problèmes thyroïdiens. Mais Oui, aussi, je pensais. très, très souvent, bien sûr. Donc, ce que je disais, c'est que nous, on n'a pas, il n'y a pas de prise de sang pour dire, ah, au niveau de vos émotions, vous êtes à tant de pourcents de stress, tant de pourcents de Mm, tristesse, tant de pourcents Mais bien sûr que du coup, ça va se traduire dans le corps, bien sûr, et que c'est hyper important de prendre soin du corps. C'est ce que j'ai pas assez insisté, et je te remercie parce que ça me permet de le dire là. Il ne s'agit pas du tout de minimiser, par exemple, le cortisol, d'essayer de le réduire, de trouver aussi, d'améliorer le fonctionnement thyroïdien, parfois de donner un mm, coup de pouce, etc. Bien sûr, c'est hyper important parce que c'est aussi par ça qu'on va jouer sur le psychisme. Oui. mm. Donc, Ouais, donc c'est complémentaire. c'est On est totalement d'accord que c'est complémentaire, complémentaire. bien sûr. Oui, Ouais. oui. Ce que je voulais vraiment dire par là, c'est que c'est pas possible de, de quantifier un peu telle Ouais. ou telle ou telle ou telle émotion. Mais quoique, en séance, on peut, moi, ça peut m'arriver de dire, OK, vous êtes à combien sur la colère, vous êtes à combien sur, sur la tristesse, etc. hein, bien sûr. Mm. Et tu en avais une deuxième. Et j'ai une deuxième question. Alors là, enfin, je ne sais pas si c'est biaisé parce que j'ai voulu écouter la conférence dans ce sens-là ou si c'est de façon générale, mais on a plutôt tendance, quand on formule la question infertilité inexpliquée, est-ce dans la tête, que c'est dans la tête des femmes. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de autant d'un impact psychique et psychologique dans la tête des hommes? Est-ce qu'on peut aussi avoir des spermogrammes de mauvaise qualité parce que un Totalement. homme a vécu des difficultés avec son papa, enfin, bon, après Totalement. tout ce Et que tu c'est ce que évoquais de ouais, transgénérationnel et c'est de... ce que j'ai essayé de vous dire tout au long. Forcément, j'ai plus d'exemples de femmes parce que c'est plus elles Ouais. qui consultent. Mais évidemment et que c'est plus elles qui consultent et qu'il y a plus d'études pour les femmes que pour les hommes. Mais l'étude dont je vous ai parlé sur les 4 événements à haut risque traumatique, il y a vraiment une étude qui a été faite spécifiquement sur les hommes. Et donc, évidemment, qu'il y a un impact sur le spermogramme. Mm. D'accord. Ouais. Ou voilà, des difficultés d'éjaculation, des choses comme ça. Donc, ça peut être d'autres symptômes. Ouais, ouais, bien sûr. Et par exemple, là, j'ai un patient qui vient me voir, entre autres pour ça, mais il y a d'autres demandes. Donc, c'est un patient qui a été euh, qui est fils unique, qui est dans une relation à ses parents. Euh, je trouve contrôlante, ce n'est pas le mot, presque tyrannique, quoi. Tyrannisé par ses parents, où il devait toujours être ce qu'il voulait qu'il soit, et il n'avait pas le droit, ne serait-ce de dire, non, mais moi, j'ai peut-être envie de faire du hand et pas du tennis, rien que ça, c'était pas entendable. Et en fait, euh, euh, la mère avait donné un interdit à cet homme de se marier et encore moins d'avoir des enfants. Et là, comme par hasard, entre guillemets, ben, cet homme avec sa femme, c'est un couple qui fonctionne très bien, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Peut-être que là, avec lui, ce qui va être intéressant, c'est travailler cette forme de loyauté un peu invisible, peut-être à l'injonction maternelle euh, Mm. de rester à elle, quelque part. Je schématise beaucoup la thérapie, mais ça va être un peu ça. Mm. Donc, bien sûr que c'est euh, enfin voilà, l'interaction psychisme et corps, il fonctionne tout aussi bien chez l'homme que chez la femme, quoi. Mais les femmes, elles, souvent, sont un petit peu plus connectées aux émotions, un peu plus connectées à leurs histoires. Là où les hommes vont avoir d'autres mécanismes de défense, de protection, qui souvent vont être plutôt de mettre à distance, de se préoccuper de suragir, etc. Mais parfois, c'est l'inverse dans le couple, hein. Ça, c'est des généralités. Mhm. Merci Mathilde. Euh, alors, si vous avez d'autres questions, on en prendra une ou deux en plus, si elles arrivent rapidement sur le chat. Et puis sinon, on va remercier bien fort Mathilde pour cette très belle soirée. Ouais, je pense on peut Ouais. clôturer ce webinaire très intéressant. Il y a des merci qui arrivent. Merci de nous avoir partagé tout ton savoir et ta pratique. Voilà, notre soirée Bah, s'achève ainsi. Prochaine soirée focus
On ne sait pas encore ni quand ni sur quel thème, mais ne vous inquiétez pas, l'équipe travaille dessus. Petit coup de pub en plus pour ceux qui le souhaitent et qui sont dans la région parisienne. Une journée de formation pour ceux qui sont intéressés à se former à l'observation du cycle en version une journée, 21 mars à Paris. Vous aurez plus d'infos prochainement sur le site, mais si vous avez un agenda bien chargé et que cette journée vous intéresse, vous pouvez dès à présent noter ça dans vos agendas et les infos arriveront sous peu sur le site de Focus Fertilité. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Les merci arrivent là en rafale. Merci beaucoup. Merci Mathilde Bonne et à soirée. bientôt. On vous laisse mettre fin à cette participation. Merci.